Nous en étions restés à l'idée selon laquelle la réalité substantielle est toujours une et qu'elle est composée, mais elle ne peut être saisie dans ses composants que par l'intellect. L'intellect distingue intellectuellement ce qui reste uni ontologiquement. Nous verrons que tout cela va avoir des conséquences extrêmement importantes, puisqu'il s'agira de savoir qu'est-ce que la nature de cette substance, précisément, et cette substance qui sera confondue avec la nature elle-même, la physis, par les premiers philosophes grecs qu'on appelle les présocratiques, sur lesquels nous allons nous étendre un peu, mais non sans rappeler la réaction de Platon et d'Aristote, puisque nous avons plutôt remonté l'histoire d'Aristote en passant par Platon et en arrivant aux présocratiques, en montrant comment, à partir d'Aristote, la réalité est bien un tout unifié ontologiquement, et qu'on ne peut pas séparer la matière de la forme ni la forme de la matière, en toute substance, qui est une ontologiquement, donc. Et nous avons vu qu'en développant cette doctrine dite illémorphique, Aristote critique Platon, pour qui la forme est indépendante de la matière et résume à elle toute seule toute la réalité, en ce sens qu'elle est ce qui est réellement réel, ontos on en grec, et Platon a situé ce qui est réellement réel dans le monde intelligible, seul parfait, parce que ce monde est immuable, et parfait parce que immuable. Pourquoi Platon a situé ce qui est réellement réel dans le monde intelligible? Parce que le monde sensible est le monde changeant, le monde du devenir, et que, nous l'avons vu et dit, si tout devient toujours, rien n'est jamais. Et que les conséquences sont dramatiques, puisque la connaissance elle-même devient impossible. Et nous avions illustré cette issue absurde du rejet de tout ce qui est en tant qu'il est réellement réel. Nous avons vu que cela aboutissait à réduire le savoir à une forme de non-savoir, de docte-ignorance. Laissons cette expression de côté pour le moment. Un non-savoir qui fait place à la production d'un sens, à partir de signes, grâce à un langage qui caractérise la condition de l'homme dans ce devenir, où il n'y a plus de nature humaine elle-même, d'ailleurs, il n'y a plus de nature humaine, il n'y a plus de nature, on verra ce que ça veut dire, au sens où on est comme on est, EST, NAIT, et qu'on doit devenir ce que l'on est, et que si il n'y a plus de référents, il n'y a plus que des signes, que des signifiés et des signifiants, comme dira Ferdinand de Saussure, il n'y a que des signes. C'est à partir de ces signes qu'on peut produire du sens, en les combinant, en les produisant. Philosopher, dira même un philosophe du XXe siècle, consiste à produire tout simplement des concepts nouveaux, des signes nouveaux. Aujourd'hui, vous avez une philosophie dominante, simplement, qui réduit la philosophie à la simple traduction, à la simple interprétation, à l'herméneutique du langage, en traduisant un langage dans un autre langage, c'est-à-dire un système de signes par un autre système de signes. Et tout est relatif, et donc vous comprenez que cela est très grave, puisque quand je parlerai de substance, je parlerai d'un signe. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, vous savez que pour Luther, il n'y a pas de transsubstantiation, mais une transsignification dans l'Eucharistie. Vous voyez les conséquences. Il y a une transsignification, il n'y a pas de présence réelle, de transsubstantiation. Pourquoi? Parce qu'il y a là une philosophie
de la nature, de la substance, des accidents, qui fait que on ne sait plus de quoi l'on parle. Il faut inventer, produire, il faut projeter, produire du nouveau. Le nouveau, c'est le critère du vrai. La notion de vrai, d'ailleurs, lui-même, le mot vrai, vérité, ça ne signifie plus rien. C'est de la comparaison. On compare et on compare. La vérité est une comparaison. Ce n'est plus une adéquation de l'intelligence au réel. La vérité, ainsi conçue, sera un consensus. Un consensus entre gens qui sont d'accord pour s'entendre sur la signification d'un signe. Et donc, comme d'autres ne seront pas d'accord, il y aura aussi un dissensus. Et donc la vérité consensus, la vérité dissensus, fait que la vérité n'a plus de dimension universelle. Ce qui est vrai n'est pas vrai pour tout le monde. C'est vrai. Donc, non, ouais, alors voilà. Alors donc, vous voyez, on est vraiment là, en dehors du réel. Là, on ne sait pas de quoi l'on parle, ni si ce que l'on dit est vrai. D'ailleurs, vous savez quoi, c'est la définition que donne Bertrand Russell des mathématiques. C'est une science où on ne sait pas de quoi l'on parle et si ce que l'on dit est vrai. Alors évidemment, quand il parle des mathématiques, oui, c'est du chiffrable, du mesurable, c'est du non-être, donc c'est bon, c'est du quantifiable. On ne sait pas si c'est vrai, puisque ce qui est vrai pour l'un est en fonction de la mesure qu'il donne. La chose est à la mesure de ce que l'on dit qu'elle est, c'est-à-dire du calcul, plus précisément. Donc, tout cela nous fait remonter, on est d'Aristote à Platon, puis après on a fait un année vers d'Aristote à la pensée d'aujourd'hui. Je remonte de Platon au présocratique, parce que vous voyez que la philosophie ne se réduit pas à son histoire. La philosophie en tant que philosophie, c'est l'expression de l'intelligence humaine, s'interrogeant, s'émerveillant devant ce qui est, voulant comprendre. Et c'est de tous les âges. Et c'est la sagesse qui permet de s'interroger à partir du désir naturel de savoir et de l'amour de la vérité, connaître la vérité. C'est ça, le désir naturel. Le désir de savoir est naturel parce que on désire connaître la vérité. Voilà. Et donc, cette vérité ne pouvant être qu'universelle, elle est seule capable de nous mettre d'accord, mettre les hommes d'accord entre eux. Ouais, sinon, on tombe dans l'interprétation, dans l'herméneutique, à chacun sa vérité, et il y aura donc un rapport de force entre les êtres, et non plus une entente cordiale, au sens de cœur des choses, du cœur de la vérité. Et donc, vous ai-je dit, Aristote, lui, a bien compris que la réalité, c'était ce tout unifié, composé de la substance, et que c'est la substance en tant que substance qui doit faire l'objet de l'interrogation du philosophe. Il dit d'ailleurs très bien, en 1028a, je crois, de la métaphysique, que la question éternelle du philosophe sera de dire qu'est-ce que l'être. Il y a un double étonnement, dit Aristote, qui nourrit l'intelligence, qui la fait naître à elle-même, à savoir que les choses sont, ce qui est un étonnement, un émerveillement. Comment se fait-il qu'il y a des choses, qu'il y a quelque chose plutôt que rien, quoi. Et le deuxième étonnement, c'est non seulement que les choses soient, mais qu'elles soient ce qu'elles sont. Donc c'est éblouissant. Oui. Platon lui-même voulait corriger les présocratiques. Et à vrai dire, la vraie correction, la vraie réfutation reviendra à Aristote. Mais, ceci dit, la réponse de Platon est plutôt une esquive, si on veut, en ce sens que les présocratiques étaient des philosophes matérialistes, au sens, je dirais, noble du terme, puisque pour eux, la physis, la nature, c'était l'ensemble des choses qui s'offraient au regard, au sens, ce qui est une vérité. Pour eux, tout était ramené donc à ce qu'ils voyaient, quoi. Et donc, voilà. Donc, comme ils voyaient que tout changeait, que tout change, tout devient toujours, rien n'est jamais. C'était la même question que Platon a soulevée, et qui était la question que les présocratiques se sont soulevés, et à laquelle justement Platon repose pour y répondre. Et y répondre comme nous le savons. La réponse des présocratiques, c'est que puisque tout change sous mon regard, ou tout ce qui m'apparaît est matériel, eh bien, tout ce qui change ne peut changer que
à partir d'un principe immuable. Il faut absolument que quelque chose demeure pour que je puisse me référer à l'instant T2 de ce qui s'est passé à l'instant T1, pour que je puisse dire ceci, émettre au moins un jugement et dire ceci est du solide, du liquide, du vaporeux, du gazeux, ou du terreux. Et c'est ainsi que le premier des présocratiques, et les présocratiques sont des penseurs profonds. Ce ne sont pas des amuseurs publics comme on en connaît de nos jours. Thalès, c'est un grec, c'est donc un petit malin aussi, hein, parce que Thalès, c'est quelqu'un qui voyait loin, c'est lui qui a découvert la hauteur des pyramides à partir d'une barre, il avait monté, mesurant tout cela, enfin bref, je passe là-dessus. Mais c'était un petit malin aussi, il avait prévu une éclipse de soleil, et il avait permis ainsi de gagner une bataille. Je me souviens bien, ce philosophe qu'on disait disté, dont Platon parle comme de quelqu'un qu'on se moque, parce qu'il contemplait les étoiles, et puis en contemplant les étoiles, il est tombé dans un puits, ce qui a provoqué les rires de sa servante. Que la description que fait le Théétète de Platon, philosophe distrait. Et en tout cas, ce philosophe, Thalès, a réfléchi sur la nécessité de se référer à un référent qui demeure dans tout ce monde changeant. Son observation, matérialiste entre guillemets, peut observer que ce qui est liquide, solide, gazeux, finalement n'est que de l'eau. Alors c'est un Méditerranéen, Thalès de Milet, face à la mer. Un bon Méditerranéen, il se réveille le matin devant la mer aux 1000 sourires, comme dit Homère. Et en effet, donc, son intelligence perçoit que c'est cette mer, cette eau, que tout est eau. Que tout est eau. Mais l'eau sous différentes formes. La forme solide quand elle gèle, la forme liquide, la forme vaporeuse quand elle s'évapore. Et c'est ainsi qu'on a tous les éléments, enfin toutes les apparences de la nature qui s'expliquent grâce à cette référence à l'eau. Ben enfin, il a trouvé un principe unificateur, un principe qui lui permet d'unifier. Parce que voyez-vous, on ne peut pas concevoir la réalité sans unité. Ouais, voilà la question. Comment ce qui est peut-il se dissocier, se décomposer et ne pas cesser d'être? Le problème de la bombe atomique. On veut diviser ontologiquement ce qu'on ne peut comprendre qu'intellectuellement comme étant divisible. Donc, on distingue intellectuellement ce qui demeure uni ontologiquement. Ça, c'est notre axiome. Et donc, ils ont bien conçu que l'unité ne pouvait pas être concevable sans cette référence à un principe unificateur, l'eau. Anaximène dira non, c'est l'air. Bon, d'accord, c'est l'air. Anaximandre, peut-être le plus profond, dira c'est l'infini, l'indéterminé. Tout se détermine à partir d'un infini. C'est déjà plus profond. Héraclite dira c'est le feu, un autre dira c'est la terre. Jusqu'à ce que un philosophe comme Anaxagore dira tout se mélange, tout n'est que mélange. Et ce mélange est démêlé par le nous, l'esprit, l'intellect. Alors là, donc, c'est une découverte extraordinaire. Socrate félicitera Anaxagore d'avoir découvert le nous comme permet d'expliquer l'unité de ce mélange. Mais il blâmera de ne pas avoir exploité cette découverte et d'avoir voulu expliquer encore le monde matériellement en se référant à ce qu'il appelle les homéomères, c'est-à-dire les parties semblables, les atomes qui s'associent et se dissocient, et que l'intelligence réunit et dissocie, et que le monde est fait d'atomes. Ouais, ça c'est aussi une très grande idée. Le monde est fait d'éléments ultimes qui se combinent. Ce sont les atomes. Démocrite, Leucippe, Épicure développeront une philosophie dite atomiste. Démocrite dira, tiens, les atomes tombent comme ça, les uns à la suite des autres, comme une pluie d'atomes, mais dans le vide et dans l'infini, sans avoir jamais commencé de tomber, ni finir de tomber. Mais alors Épicure, qui est atomiste, et qui avait compris que ce n'était pas possible que les atomes ne se combinent pas pour former, pour donner une forme, a inventé la notion de clinamen.
C'est-à-dire que les atomes, au lieu de tomber tout droit, tombent en s'inclinant de manière de droite à gauche, dans tous les sens, de telle manière qu'en tombant, ils se rencontrent. Et en se rencontrant, s'agrègent. Et c'est ainsi qu'il y a des agrégations d'atomes qui forment des corps. Et plus qui sont des formes, et c'est déjà pas mal comme idée. C'est une explication matérialiste et rationaliste sur laquelle on reviendra, qui va inspirer les modernes, et qui va même être reprise, cette conception, par Karl Marx, qui écrit une thèse sur Épicure en disant qu'Épicure est le plus grand des rationalistes grecs. Pourquoi rationaliste? Parce qu'on le verra, la raison justement calculatrice, scientifique, consiste à agréger les atomes et à les désagréger, à décomposer en vue de recomposer. Fusion, fission, et explosion, anéantissement, réduction aux chiffres. Donc, Épicure, Anaxagore, Leucippe, Démocrite, une lignée de philosophes qui recourent à l'atome pour expliquer la nature, la physis, c'est-à-dire cette réalité une, comme totalité unifiée à partir d'éléments unificateurs constants, qui sont des principes référents, n'est-ce pas, qui sont constants, pour pouvoir expliquer le changement. Et là-dessus arrive un philosophe génial, un Sicilien, qui s'appelle Empédocle. Et Empédocle rassemble tout cela, tous ces éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre, les 4 éléments constitutifs de la physis. Il dit, la nature n'est pas constituée uniquement de feu, uniquement d'air, non. La nature est l'ensemble de ces éléments qui se combinent entre eux. Comment se combinent-ils entre eux? Parce que la nature, à vrai dire, n'est ni le feu, ni l'air, ni la terre, ni l'eau. La nature, c'est une force, une énergie. C'est quoi cette force et cette énergie? C'est une force unificatrice, qui unifie. C'est une force qui agit, plutôt qui agit, voilà. Plutôt qu'elle unifie, elle agit. Et elle agit comment? Elle agit en unifiant ces éléments. En unifiant, comme le clinamen d'Épicure, en quelque sorte, qui unifiait les atomes. Ici, la force, la nature comme force, chez Empédocle, unifie les éléments et constitue ainsi la physis, comme une totalité unifiée. Et cette force agit jusqu'à ce que les éléments soient réunis entre eux. Une fois ces éléments réunis entre eux, cette force qui agissait en unissant n'a plus rien à unir, puisque les éléments sont unis. Mais cette force, cette nature, ne cesse pas d'être une nature et une force. Et elle continue donc d'agir. Et en continuant d'agir, cette fois-ci n'ayant plus à unir, elle va consister à désunir. Et c'est ainsi qu'elle va commencer ce moment de fission, de division, de séparation des éléments entre eux, jusqu'à ce qu'ils soient entièrement et totalement séparés les uns des autres. Et une fois que la séparation a été réalisée, cette force ne cesse pas d'être une force. La nature ne cesse pas d'être une nature. Elle va continuer d'agir. Et elle continuera, cette fois-ci, non pas à diviser, mais à unir. Et c'est ainsi qu'Empédocle invente la notion d'éternel retour et recommencement de toute chose, que Nietzsche va reprendre. L'éternel recommencement de toute chose. Eh bien, tout cela n'est concevable que parce qu'on conçoit la nature comme une totalité et surtout parce qu'on a compris quelque chose d'essentiel chez les Grecs, des présocratiques jusqu'à Aristote, voire Plotin, on a compris une chose, c'est que de rien ne peut sortir. Et parce que de rien ne peut sortir, la nature est éternelle. On ne peut pas concevoir qu'elle soit sortie de quelque chose. Et donc il faut bien l'éterniser sous une forme ou sous une autre, sous la forme de l'eau, de la terre, du feu, sous la forme de l'éternel recommencement de toute chose, sous la forme de cette pluie d'atomes, sur la base d'une vérité. De rien ne peut sortir. Mais la vérité de cette vérité, pendant que les Grecs philosophaient, s'entretuaient, se désespéraient, développer le sens tragique de l'existence, échappé par la culture, par la tragédie, par la poésie, par la musique, par la philosophie, à la condition tragique de l'homme. À quoi il philosophait?
Comment sait-il qu'il y a quelque chose et pas plutôt rien? Alors, la réponse, évidemment, à la question sera, elle existait déjà chez ce petit peuple juif, qui savait que, justement, le monde, en effet, ne pouvait pas venir de rien. La preuve, c'est qu'il a été créé à partir de rien. Le monde ne peut pas venir de lui-même, sinon il serait éternel. Donc, il ne peut pas venir de rien. Et donc, la création, la notion de création, eh bien, les Grecs ne la possédaient pas. Dans un certain sens, ils l'avaient. Dans un certain sens, Platon était très proche, Aristote très proche. Mais ceci dit, la vérité révélée de la création, qui est une vérité aussi accessible même à la raison, eh bien, cette vérité va être la réponse au statut de la nature. Au statut de la nature. Qu'est-ce que la nature? Ah, ben voilà, la nature, c'est de l'être créé. C'est de l'être. Cela existe. Cela existe vraiment. Mais cet être, ce n'est pas l'eau, la terre, le feu, l'atome, une force aveugle. C'est pas l'idée de Platon. Cet être, c'est Dieu qui a dit « Mon nom est je suis ». Mon nom est je suis. Je suis, je suis. Je suis de toute éternité. Voilà. Et je ne suis pas le monde, je ne suis pas toi, Moïse, qui est un vermisseau face à moi. Mais tu es ma créature, tu es mon enfant. Donc je vais pas le... Vous voyez, il n'y a plus de sens tragique de l'existence ici. La créature est joyeuse d'exister parce qu'elle se sent, bon, ben voilà, engendrée, créée par un Dieu qui a bonté et qui fera l'objet de la philosophie qui va suivre. La découverte du bien, de Dieu comme étant le bien. Ce que Platon, ce qu'Aristote, ce que Plotin ont déjà approché, comme étant le bien étant ce qui attire tout à lui. Le bien est ce qui attire tout à lui, dit Aristote. La nature, chez les Grecs, est conçue comme une totalité composée qui doit être conçue comme étant unifiée. Vous voyez, il faut que ce soit un, il faut que ce soit unifié. On ne peut pas concevoir une réalité qui soit divisible à l'infini, quoi, dans le fond. Parce que si ce n'est pas une réalité substantielle, je vais, avec mon regard, voir de quoi est composée cette réalité, et je vois que cette réalité est composée de réalités qui, à leur tour, sont composées de réalités qui, à leur tour, sont composées de réalités, et ainsi à l'infini, sans que j'arrive à une réalité qui soit elle-même, qui soit une réalité, quoi. Où est-ce qu'elle est, cette réalité? En fouillant à chaque fois, je vais plus loin, et j'arrive pas à trouver une réalité substantielle. Comme là, entre deux points, je divise encore, il y a une division. Entre deux points, je peux encore diviser une ligne. Le paradoxe de Zénon d'Élée. La flèche part, mais ne se meut pas toujours entre deux instants, un instant. Entre deux points, une division. Enfin, avoir division dans la division, indivisible à l'infini. Et alors, cet infini, c'est quoi? C'est pourquoi pour les Grecs, la perfection, c'est ce qui est fini. C'est pas l'infini au sens de l'indivisible, de ce qui est sans terme, de ce qui est sans fin. C'est pourquoi le monde est une totalité, représenté par une sorte de sphère. La sphère étant ce qui est fini. La sphère est finie. L'image de la nature la perfection de la nature se réfère à l'image de la sphère. Alors que pour les modernes, nous verrons qu'elle se réfère à la notion de la ligne. Parce que dans la sphère, on peut concevoir l'éternel retour sur soi. Dans la sphère, le point, toujours à l'intérieur de la sphère que ça se passe. Tandis que dans une ligne à l'infini, ça n'en finit jamais. C'est pourquoi il sera question de l'étude de l'infini. Et qu'il s'agira de définir l'infini, non plus comme ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose, ça c'est l'infini mathématique, mais l'infini, c'est ce à quoi on ne peut plus rien ajouter. Perfection, c'est ce à quoi on ne peut rien ajouter. L'artiste donnerait un coup de pinceau de plus, serait un coup de pinceau de trop, quoi. Ouais, il gâcherait son œuvre. Donc il s'agira de comprendre maintenant cette nature et de voir en quoi consiste, et cela fera donc l'objet de la prochaine séance.